J'espère que vous allez très bien. L'incontournable. L'incontournable. Connectez-vous, connectez-vous, on se laisse. Connectez-vous, connectez-vous. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. C'est toujours l'incontournable qui a compris tout terrain. Mettez-vous en ligne, on se laisse, chers parents, chers amis, chers frères. J'espère que vous allez très bien. Donc, connectez-vous, 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 on se laisse en même temps. Abonnez-vous, partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct, on se laisse. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, on se laisse en même temps. Partagez-le dans les groupes sur vos murs. Et n'oubliez surtout pas de me donner mes étoiles. Voilà, donc nous allons parler un peu des conséquences des frappes russes sur l'Ukraine ainsi que sur l'Occident. Et comment la Russie a su que l'Angleterre était impliquée, était l'auteur même de la destruction des deux gazoducs Nord Stream 1 et 2. Donc nous allons mettre tout ça là au grand jour, c'est très important. Donc Torres over. Donc Martial Miezon. Taguez vos amis, taguez-les, taguez-les. On va en parler en même temps. Taguez-les, on va parler de tout. C'est très important. Donc taguez vos amis. On va commencer dans une minute. Une seule minute, le direct démarre. Nathan Aouti. Ouais, c'est l'homme fort. Guerre complet tout terrain. Le Camari des eaux en personne. Sekou Sankarakone, big up à vous. Monsieur Lai, big up à vous. Je suis l'incontournable. Guerre complet tout terrain. Prophète Jean-Luc Louo, big up à vous. Maître Pro depuis votre position. Alors, Seogo Abdul Karim, big up à vous. Enfant béni, big up à vous. Je salue tout le monde. Kader Hamid, big up à toutes les personnes qui sont en ligne en ce moment. Tous celles qui ne sont pas en ligne, qui vont regarder la vidéo plus tard, big up aussi à ces personnes. Donc, je salue tout le monde. Voilà, donc j'espère que vous êtes connectés, vous êtes branchés. Demandez ne gagne pas, donc mettez vos volumes et écoutez très bien. L'incontournable guerre complet va démarrer avec le processus d'information pour que chacun puisse voilà, prendre son grain de sel et faire ce qu'il veut de ça. Voilà. Faire de ça ce qu'il veut, si on peut le dire ainsi. Agneau de Dieu, big up à vous, Serge Labasse. Alors, donc, nous allons commencer le direct. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari des eaux ou la Moudja. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler des conséquences des frappes russes sur l'Ukraine. C'est très important. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas l'enjeu, ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Oui, les frappes russes et leurs conséquences sur le devenir de l'Ukraine. Je dis les frappes russes et leurs conséquences sur le devenir de l'Ukraine. C'est très important. Il faudrait qu'on sache, on sache les manœuvres des Russes. C'est-à-dire ce qui se passe en Ukraine. Si les gens ne comprennent pas ça, c'est qu'ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Alors, on va faire l'historique des faits un tout petit peu. Voilà. Donc, vous-même, vous le savez, hein, la fois, il y a de cela au moins 2 jours, il y a eu une attaque coordonnée. Parce que ce que les Occidentaux veulent faire croire aux gens, je répète toujours, c'est pour faire croire aux gens comme quoi la Russie ne vaut rien et qu'elle se fait ridiculiser par cette petite armée soi-disant ukrainienne que la Russie a minimisée, mais qui arrive à frapper le cœur de la base navale, qui est le poumon même de la base navale russe, c'est-à-dire la base navale de Sébastopol, qui est située en Crimée, sur la mer Noire. Et que l'Ukraine seule parvient à réussir
attaquer cette base. Et donc, la Russie a trop vanté ses défenses antiaériennes et ses défenses, je ne sais pas, maritimes, mais elle n'arrive même pas à sécuriser sa base militaire navale. Et donc, la Russie est ridiculisée. Et que le fait de voir les Russes dire que bon, il y a des grandes puissances derrière, c'est une manière de se donner un peu de crédit devant leur population. Mais en réalité, c'est l'Ukraine qui a fait ça. En fait, les Occidentaux ont un objectif. Leur objectif, c'est de prouver au monde entier que les Russes sont des incapables, des incompétents, et que leur armée se fait ridiculiser par l'Ukraine. Malgré leur implication, ils font tout pour faire croire au monde entier que non, eux, ils ne sont pas impliqués, que c'est l'Ukraine seulement qui est impliquée. Est-ce que vous comprenez? La vérité est tout autre. La vérité est que cette attaque qui s'est passée, je dis bien l'attaque qui s'est passée sur le port de Sébastopol est une attaque coordonnée avec les grandes puissances occidentales. Parce que les puissances occidentales, leur fièvre, leur base même arrière, c'est Odessa. Les militaires des pays occidentaux, leur base, leur fief, c'est Odessa. Ça a été frappé même. Hier nuit, là où ils ont coordonné, c'est-à-dire le centre de trucs de renseignement des Anglais à Odessa là-bas, là, ça a été frappé par les Russes. Hier nuit, avant même les frappes massives de ce matin-là, hier même ça a commencé, ils ont frappé sur le centre où ils ont coordonné les opérations pour lancer l'attaque sur Sébastopol. Les Russes ont frappé là-bas d'abord. Donc, il y a plusieurs hauts gradés des trucs de l'armée anglaise qui ont perdu le truc, qui ont laissé leur peau là-bas hier. Ils n'ont pas parlé de ça. Mais il y a eu des frappes massives là-bas. Et ça a continué ce matin-là. Ce matin-là, c'était des objets, des endroits stratégiques et tout. Mais on va en parler. Ces drones-là, ils font croire que c'est l'Ukraine qui a fabriqué ça. Écoutez-moi très bien. L'Ukraine n'a plus d'usine pour fabriquer des drones de la sorte. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui a été utilisé, ce sont des drones de haute technologie. Je dis bien, ce sont des drones de haute technologie. Parce que des drones marins, arrivés à un certain niveau, si ce n'est pas des drones de haute technologie, il n'y aura plus de connexion entre celui qui a lancé les drones et ces drones eux-mêmes. Parce qu'il y a eu une certaine distance entre Odessa et Sébastopol. Donc pour que les drones soient téléguidés dans la mer, pour que ces drones soient guidés dans la mer, il faudrait qu'il y ait une très bonne connexion fiable. Pour que ceux qui ont lancé les drones depuis la base, ils puissent téléguider ces drones pour que ces drones puissent arriver à bon port. Les Ukrainiens où ils sont, ils ne peuvent pas faire une telle technologie parce que leurs industries d'armement et tout ça là, ont été déjà bombardées. Est-ce que vous comprenez? Même pour réparer leurs propres chars, ils sont obligés de les faire réparer dans les pays voisins. Lituanie, Pologne et tout ça. C'est là-bas ils réparent les chars. Et puis, quand c'est réparé, ils ramènent ça encore en Ukraine. Ce qui veut dire qu'il manque d'usines pour faire certaines choses. Et donc, beaucoup de choses sont préparées en dehors de l'Ukraine. Et quand c'est prêt, c'est là que ça rentre sur le territoire ukrainien pour opérer. Ces drones ont été fabriqués en Angleterre et au Canada. C'est-à-dire le Canada a ajouté sa technologie, l'Angleterre a ajouté aussi sa technologie. C'est-à-dire les Canadiens ont apporté des pièces et les Anglais ont apporté leurs pièces. Les militaires ukrainiens ont été formés en Angleterre sur ces drones. D'abord, avant ça même, les Anglais avaient déjà donné des premiers lots de drones pour dire que l'objectif de ces drones, c'était pour aider les Ukrainiens à déminer la mer Noire. Qui ne se souvient pas? Ils avaient donné des drones. Ils disent non, c'était pour chasser les mines qui étaient dans la mer Noire pour déminer la mer. En réalité,
C'était pas ça en fait. C'était des drones kamikazes qu'ils avaient déjà envoyés en Ukraine. Ils ont envoyé plusieurs lots de drones. Et donc, sous couvert d'histoire de déminage, ils ont menti aux gens pour dire non, c'était pour déminer. D'abord, les premiers lots qu'ils avaient envoyés, ça avait déjà tenté à vouloir attaquer cette base de Sébastopol. Il y a eu une première tentative d'attaque. Les premiers drones avaient été neutralisés. Les premiers drones avaient été neutralisés. Je pense que c'était le mois passé. Le mois passé, ils avaient tenté un premier coup. Les Russes avaient détecté ces drones et avaient neutralisé ça. Il y avait même un des drones qui avait échoué sur les côtes, au bord de la mer Noire, auprès de la ville de Kherson. Auprès de la ville de Kherson, au bord de la mer de la ville de Kherson, il y a un drone de ces gens-là qui avait échoué là. Et les Russes avaient pris la photo. Après analyse, ils ont compris que ces drones venaient de l'Angleterre. Ces drones qu'ils avaient envoyés pour dire non, c'était pour traquer les mines qui étaient dans la mer Noire. En réalité, ce n'était pas ça. C'était des mensonges. C'était des drones pour attaquer les bases navales russes en fait. Mais ces drones, les Ukrainiens n'ont pas encore une très grande capacité à piloter ces drones. Et ces drones, pour les piloter, il faut une certaine technologie. C'est-à-dire ça doit être coordonné avec des satellites en fait. Des renseignements satellitaires. Voilà pourquoi, la fois passée, lors de l'attaque, il y avait le gros drone américain, Awak, quoi là, que les Iraniens avaient abattu là. Ils avaient abattu ça en Iran là-bas. Il y a le semblable qui avait décollé en Sicile pour coordonner les opérations au-dessus de la mer Noire, mais en restant dans la zone neutre. Et ils avaient coordonné les opérations. C'est ce drone qui guidait les drones marins et en même temps les drones aériens. Parce qu'il y a eu 7 drones marins kamikazes. Et il y a eu 9 drones aériens lancés en même temps pour attaquer la base. L'objectif c'était de détruire toute la flotte de la base de Sébastopol en fait. L'objectif c'était de détruire toutes ces flottes pour anéantir ça afin que la Russie n'ait plus de flotte. Est-ce que vous comprenez? Malheureusement pour eux, tous les drones aériens ont été abattus. Les systèmes de défense aériens, ont réussi à abattre les 9 drones aériens. Maintenant, parmi les 7 drones marins, il y a eu beaucoup qui ont été détruits. Malheureusement, il y a eu 2 drones qui ont atteint leur cible. Il y a eu le dragueur de mines, c'est-à-dire c'est un bateau qui a été touché. Et il y a eu un navire de guerre qui lance les lance-missiles qui a été touché. Et il y a eu un navire civil qui transporte les trucs, les céréales et tout, qui a été touché. Mais les dommages ont été minimes. Ce ne sont pas des gros dommages parce que les drones avaient été déjà détectés avant d'atteindre leur cible. Mais ils ont frappé les drones et les drones ont explosé auprès de ces navires en fait. Voilà. Ils ont frappé les drones et ça a explosé auprès des navires. Donc c'est ce qui a causé les dommages. Mais ces navires sont toujours fonctionnels et tout. Donc les Russes ont mené les enquêtes. Ils ont su que c'était les Anglais, les Américains et les Ukrainiens qui étaient à la base. Et ce jour-là, il y avait les forces de la marine anglaise qui étaient à Odessa, qui ont piloté les engins en fait. Voilà pourquoi la Russie a accusé l'Angleterre directement. Et les Anglais ont dit, arrêtez de nous accuser si vous avez des difficultés sur le terrain ukrainien,
Arrêtez de trucs, de nous mêler de trucs, de ces choses-là. Nous, on n'est pas là-dedans, c'est l'Ukraine seul qui a fait. En fait, c'est une manière de dire, vous les Russes, vous ne pouvez pas, vous ne valez rien, l'Ukraine seul. En réalité, ce sont les puissances occidentales qui aident l'Ukraine. Et même, eux-mêmes, ils sont conscients que sans eux, là, l'Ukraine ne peut rien faire. Sans eux, il y a longtemps, l'Ukraine était déjà à plat. Ils sont conscients. Et ce sont eux qui mènent les opérations, ce sont eux qui frappent. Certaines armes, ils te les guident, ils frappent, et puis ils disent non, eux, ils ne sont pas dedans. Hein? En fait, c'est un comportement de lâche, en fait. Hein? Tu es dedans, tu fais la chose, quand ça pète, tu dis non, 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 c'est pas toi que c'est l'autre. Et tu te désengages, en fait. Ça, ce sont des comportements, c'est un comportement des lâches, des gens qui sont incapables d'assumer ce qu'ils ont provoqué. L'information que j'ai reçue, c'est que les Anglais ont fait comprendre aux Ukrainiens, à Zelensky, que la Russie ne dispose plus de missiles et qu'ils sont en coup de missiles. Et que l'armée russe est maintenant incapable de lancer des frappes massives sur l'Ukraine. Et que c'est le moment d'attaquer la base. Donc Zelensky étant convaincu par les informations du MI6, c'est-à-dire ce sont les services de renseignement anglais, disant que la Russie n'a plus de missiles, ne peut plus riposter s'il frappe. Et donc c'est le moment opportun d'attaquer la base navale, c'est le moment de neutraliser les navires russes. Et même si il s'avérait que ça se passait bien, les Russes ne pouvaient pas riposter parce qu'il manque de missiles. Et comme la défense de Kiev, c'est-à-dire la défense de la capitale, est renforcée par les systèmes de défense américains, oui, les Américains ont envoyé des systèmes de défense, les Allemands ont envoyé des systèmes de défense et les Italiens ont envoyé les systèmes de défense, c'est-à-dire qu'on appelle Mamba. Ils ont conçu ce système de défense en collaboration avec la France. On appelle ça Mamba. Donc, c'est le système de défense national français. Hein, français. C'est ça aussi, les Italiens, ils ont déjà envoyé ça là-bas. Et donc, ils ont convaincu, hein, ils ont convaincu Zelensky. Comme quoi, la Russie n'a plus de trucs de missiles et que les systèmes de défense ont été renforcés en Ukraine. Et donc, du coup, la Russie ne pourra pas faire de dégâts. Donc, c'est le moment de frapper. Voilà pourquoi ils ont frappé, en fait. Donc, ils étaient sûrs d'eux que la Russie ne pouvait plus riposter et que la Russie était en cours de munitions. Mais c'était de mal connaître la Russie. Ils ont mal calculé la force de l'adversaire et ils ne comprennent pas. À chaque fois, ils sont surpris de la réaction russe et ils se posent des questions. Mais donc ils ont encore des missiles. On pensait qu'ils n'avaient pas encore de missiles. Donc, quand la Russie a agi aujourd'hui, d'habitude, la Russie ne s'apprenait pas aux grands sites. Donc, la Russie a décidé aujourd'hui de frapper les sites très très stratégiques pour priver l'Ukraine d'eau douce, d'eau courante et de l'énergie. Oui. D'autres vont dire, mais ça ne sert à rien, il y a des centrales nucléaires en Ukraine, donc il y a toujours de l'électricité. Non. Détrompez-vous, je vais vous expliquer quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Ces centrales nucléaires qui fournissent de l'électricité, quand les centrales nucléaires produisent l'électricité, hein, l'électricité qui sort de ces centrales, hein, l'électricité qui sort de ces centrales est tellement puissante qu'on ne peut pas faire un branchement direct sur l'électricité qui sort de ces centrales pour dire, bon, on va brancher des appareils ou bien on va mettre ça dans les maisons directement. Ça va griller les appareils parce que il y a, hein, il y a une électricité puissante qui sort de ces centrales nucléaires. Et donc, pour réduire, hein, je ne sais pas si ce sont des mégawatts ou des volumes de cette électricité, il faut créer des stations électriques. Je prends un exemple, c'est-à-dire que tu as un barrage hydroélectrique. Le barrage produit de l'électricité.
Ce n'est pas l'électricité qui sort du barrage. Directement, tu vas prendre ça, tu tires les câbles, tu mets ça chez toi à la maison. Non. Pour dire, bon, tu vas allumer ta télé. Sinon, l'électricité, le courant qui sort de ces, ça va griller tes appareils. Donc, tu dois créer des stations électriques et là-bas, là, on filtre l'électricité pour que l'électricité qui va sortir de là maintenant pour aller dans les différents endroits ne puisse pas avoir assez de trucs, de, comment on appelle ça, de quoi là, de volume, de volts ou bien de est-ce qu'on peut parler de kilowatts? Non, kilowatt, ça c'est en eau. De, de, de assez de puissance en fait. Et donc, du coup, ça équilibre les choses. Et quand l'électricité va maintenant chez toi à domicile, tu peux brancher des appareils et puis ça peut fonctionner. Donc, ces stations électriques, c'est ça la Russie vise. Et donc, en frappant ces stations électriques, le courant, hein, l'électricité qui sort des centrales électriques, l'Ukraine ne peut pas utiliser cette électricité directement pour alimenter. Non, les maisons, c'est impossible parce que l'électricité qui sort des stations électriques hein, est une électricité puissante qu'elle ne pourra pas être utilisée. Pour être utilisée, il faut faire des stations électriques, des transformateurs pour que ça puisse équilibrer l'électricité. Voilà pourquoi l'Ukraine a beaucoup de trucs de centrales nucléaires, mais le fait de frapper les stations électriques qui permettent d'équilibrer, de transformer l'électricité, si ça n'existe plus, mais ces centrales nucléaires vont produire beaucoup d'électricité, mais l'électricité ne sera pas utilisée automatiquement. Voilà le vrai problème. Le nombre de volts. Est-ce que vous comprenez? Voilà, surcharge. Donc, voici un peu. Voilà, donc, voilà, transformateur, surcharge et tout ça. Hein? Je pense que les gens ils comprennent ce que je vais dire par là. Donc, en faisant ça, non seulement la Russie plonge l'Ukraine dans le chaos, parce que les habitants de l'Ukraine, la tension, oui, tout ça là. Donc, la Russie plonge l'Ukraine dans l'obscurité. Et vous savez, l'électricité, c'est-à-dire l'énergie, l'énergie dans un pays est comme on le sent dans un corps humain. Le corps humain ne peut pas fonctionner s'il n'y a plus de sang. Donc, c'est-à-dire l'énergie du corps humain se départage dans le corps à travers le circuit sanguin. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le sang qui permet l'énergie du corps d'être éparpillée partout dans le corps pour permettre aux membres du corps de respirer. Mais c'est comme ça. L'énergie est comme le sang d'un pays. Donc, s'il n'y a pas d'énergie dans un pays, mais le pays ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire, il n'aura pas d'économie. Est-ce que vous comprenez? Il n'aura pas d'emploi, le chaos total. Et donc, c'est qui va créer la misère, la mort et le désordre total, ainsi que il y a, comment on appelle ça, l'exode. Il y aura de l'exode rural. Et c'est ce qui va se passer en Ukraine. Donc, les conséquences des frappes, non seulement ça va empêcher les Ukrainiens d'aller au travail, parce que s'il n'y a plus d'énergie, courant coupe, mais les usines vont s'arrêter, ça va arrêter de fonctionner. Hein? Donc ceux qui travaillent là, non seulement ils vont perdre leur travail, est-ce que vous comprenez? Ils vont perdre leur travail. Hein? Donc il y aura des chômeurs. Un pays qui est en guerre, il n'y a plus de travail, il y a du chômage. Tu fais comment pour manger? Tu fais comment pour nourrir ta famille? Donc on voit, première conséquence, du chômage. Deuxième conséquence, la productivité du pays en matière des denrées alimentaires, ça va baisser. Parce qu'il y aura certaines usines qui ne vont plus produire pour nourrir toute la population. Donc, deuxième conséquence, la famine. Il y aura la famine. Troisième conséquence, s'il manque de l'énergie dans un pays comme la Russie est en train de faire à l'Ukraine, hein, troisième conséquence, oui, troisième conséquence, il aura
le froid qui va les frapper. Donc, manque de chauffage dans les foyers, ce qui engendrera la mort. Est-ce que vous comprenez? Ce qui engendrera la mort. Parce que là-bas, la température, ça n'a rien à voir avec la température des pays de l'Europe ou de l'Ouest. Là-bas, là, il fait moins 20, moins 30 degrés. Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour s'acheter des vraies couettes qui peuvent tenir jusqu'à une température de moins 20 degrés. Donc là-bas, quand ça frappe, ça frappe. Déjà, vous qui êtes en Afrique, là, nous, quand on était là-bas, quand petit harmattan vient là, nos dents là, ça s'est tapé. Petit harmattan, vous imaginez, harmattan là, son sang fois. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, vent d'harmattan, quand ça vient et puis tu te dis, ah, il fait froid. C'est quand tu multiplies cette fraîcheur d'harmattan là, tu multiplies ça par 100. C'est moins 30 degrés, c'est ça. Donc là-bas, on dit, bon, tu n'as pas courant. C'est-à-dire, il n'y a pas feu. Tu fais comment pour manger? Tu fais comment pour te réchauffer? Parce que pour les chauffages, on peut dire, bon, ça fonctionne, hein, le gaz, oui. Mais le gaz, ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de courant. Parce que la chaudière doit être branchée sur le courant pour que la chaudière puisse marcher. Et ça puisse aussi faire marcher, hein, les chauffages dans la maison. Et donc, sans électricité, il n'y aura pas de chaudière. Donc, sans chaudière, le gaz, on ne peut pas fonctionner. Atia, c'est compliqué. Sans ça, comment tu vas te laver? Il n'y aura pas d'eau chaude. Parce qu'il faut chauffer l'eau pour te laver. Ou bien, tu vas en pleine ville, tu vas quitter là pour aller chercher bois. C'est pas évident. C'est pas trop sûr. Donc, voilà, troisième conséquence. Quatrième conséquence, l'exode rural. C'est-à-dire des gens vont se déplacer. D'autres vont partir à l'extérieur. D'autres vont quitter les villages, non, les villes pour aller dans les villages. D'autres vont fuir même le pays. Donc, ce qui créera une grande immigration vers l'Europe de l'Ouest. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans ton pays, ça ne va plus. Ton pays en guerre, il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau potable. Mais tu fais comment? Tu ne peux pas trouver du boulot. Tu n'arrives même plus à manger parce que la nourriture est devenue coûteuse. Il n'y a pas de travail. Tu n'as pas d'argent. Tu fais comment? Attire, tu fuis. Pour fuir, pour aller où il y a courant, où il y a travail, où il y a énergie, où tu sais que voilà, tu peux te réchauffer pour ne pas que tu meurs. Donc, quand tu es à la recherche d'un bon endroit, ce qui créera la fuite de la population ukrainienne. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici les conséquences de ces frappes. D'autres disent, ah, mais ça ne paye pas. Non, 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 ça paye. Ça paye. Ne les écoutez pas. Hein. Ceux qui disent ça ne paye pas, ça va payer. Mais il faudrait que ça continue comme ça, ces frappes-là, pour mettre le régime de Kiev dans l'embarras. Parce que si les Russes frappent et puis bon, après ils laissent, ils vont vouloir réparer pour faire encore circuler l'électricité et l'eau. Mais à chaque fois, à chaque semaine, s'ils frappent comme ça, à un moment donné, ils ne pourront plus réparer. Parce que les dégâts seront de jour à jour énormes, qui vont se poser des questions. Mais est-ce que c'est encore... Parce que c'est de l'argent. Hein? Un missile qui coûte, je ne sais pas, peut-être, imaginons, $1 million. Ça fait un dégât d'au moins 15 millions de dollars. Donc, et puis, est-ce que vous comprenez? C'est le missile, lui, il coûte $1 million de dégâts, mais les dégâts que ça va provoquer là, pour réparer ces dégâts-là, tu es obligé de dépenser au moins 15 millions. Donc, non seulement l'Ukraine se surendette, est en train de s'endetter. Donc, ceux qui aident l'Ukraine, ils sont là à acheter l'Ukraine. Donc, à un moment donné, les entreprises ukrainiennes ne vont plus appartenir à l'Ukraine. L'Ukraine sera dans l'obligation de donner ces entreprises aux... Comment on les appelle même? Aux lobbies. Aux lobbies occidentaux, en fait. C'est eux qui vont gérer les entreprises ukrainiennes. Ils vont dire, ben, voyant tout ce qu'on vous a donné, comme vous ne pouvez pas nous rembourser ce que nous voulons là, nous voulons contrôler vos entreprises dans votre pays.
Donc, ils vont prendre le contrôle des entreprises ukrainiennes. Et donc, du coup, l'Ukraine existe de nom, mais ce qui appartient à l'Ukraine, c'est-à-dire le poumon économique ukrainien, ne pourra plus appartenir à l'Ukraine. Ça va appartenir au lobby un truc atlantiste, en fait. Donc, c'est eux qui vont maintenant contrôler. Ils peuvent licencier qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, et c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu ce qui va se passer. Il dit de venir travailler dans le champ de cacao et EVA. Mais ça va arriver bientôt. Ne soyons pas surpris de voir les Ukrainiens alignés pour aller en Côte d'Ivoire, pour chercher un avenir meilleur, parce qu'à un moment donné, les Européens même vont les fuir. Ils vont dire non, on en a marre. Et la population européenne ici va se révolter contre ces Ukrainiens pour dire on en a marre. Donc, nous ne soyons pas surpris de voir ces Ukrainiens en train de chercher la route de l'Afrique pour dire bon, ça va se chercher. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne soyons pas, rien n'est à écarter. Hein. Ça peut s'avérer vrai. Voilà, ça peut s'avérer vrai que des Ukrainiens fuient l'Europe pour aller en Afrique, pour aller chercher. D'autres même, ils vont apprendre à lancer une machette pour nettoyer dans le champ de cacao ou bien café. Donc, ceux qui disent non, ça paye jamais, hein, ça permet au peuple de se mettre autour de son président. Mais écoutez-moi, dans les débuts, ils vont se jouer les durs. Mais quand ils vont voir que rester dans ce pays ne peut pas leur permettre d'avoir un avenir, ne peut pas permettre à leurs enfants d'avoir un avenir, mais vous pensez que quoi? Ils vont rester là-bas parce qu'ils veulent soutenir Zelensky? Non, 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 non. Donc les Européens, ils font un calcul qui est faux. Si les Russes continuent comme ça, à un moment donné, le peuple va craquer pour fuir le pays. C'est que Zelensky ne veut pas. Parce que si les gens commencent à fuir les Européens eux-mêmes, ça va les agacer. Ils vont dire, mais attendez, nous on vous aide, on envoie les médias et vous fuyez, vous venez ici, vous nous surchargez encore. Donc des dépenses sur des dépenses, la population européenne va s'énerver. Et donc à un moment donné, ils vont dire, ben, on ne peut plus continuer comme ça. Vous négociez les Russes, ou soit nous on vous abandonne. Parce qu'on ne peut pas continuer sur ce volet-là. Et ça, ils n'ont pas encore pris conscience. Ils n'ont pas encore pris conscience, mais les jours à venir, les mois à venir, nous dirons la vraie vérité. C'est très important. Ah oui, ils vont dire, ils en ont marre d'eux. Parce que c'est une question de 45 millions. Sur les 45 millions, beaucoup ont déjà fui l'Ukraine. Donc je pense qu'il y a maintenant en Ukraine au moins 25 millions d'habitants. 25 millions. Et l'exode qu'il va avoir, imaginons, un bon matin, 10 millions d'Ukrainiens peuvent prendre leur bagage pour fuir parce qu'ils ont besoin d'aller chercher un avenir meilleur. Un pays où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a rien. Travail, non. Tout est fermé. Les entreprises sont frappées matin et soir. Pour se déplacer même, c'est un problème. Le carburant manque. Hein, tu as un véhicule pour avoir de l'essence, pour te déplacer, c'est tout un problème. Un pays où il y aura la criminalité parce qu'ils ont partagé assez d'armes. Est-ce que vous comprenez même? C'est-à-dire les voyous, des voyous qui n'ont plus peur de la mort. C'est tous ces militaires qui vont au front. À un moment donné, ils vont prendre leurs propres armes pour aller braquer la population. Donc, il y aura assez de trucs, de voyousie, de criminalité que les gens ne peuvent plus. C'est-à-dire, tu sors. Si tu sors, tu dois regarder autour de toi, sinon ils vont te braquer. Donc, les braquages seront monnaie courante là-bas que les gens ne pourront plus te dire. Ils vont dire non, ce pays c'est un chaos total, on ne peut pas vivre ici. Des gens qui avaient vécu dans la paix pendant longtemps, ils constatent tout d'un coup que la criminalité monte en gamme. Mais ils vont fuir. Ils ne pourront pas vouloir vivre dans leur pays. Un pays comme ça, ils vont fuir ce pays. Et c'est ce que les Européens n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris ils n'ont pas encore compris ça. Ils ne tiennent pas compte de tout ça. Et ils sont là, la stratégie de Poutine, ça tient. Non, 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 ça tient.
eux-mêmes européens, c'est ce qu'ils utilisent, cette stratégie. En Serbie, dans les années 97, bombardement sur Belgrade. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils frappaient les infrastructures civiles. L'objectif, c'était de faire craquer le gouvernement. C'était d'empêcher le gouvernement serbe de tenir le coup. Et ils avaient réussi les coups. En Irak, quand l'armée américaine et anglaise sont arrivées là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tapé les infrastructures civiles. L'eau courant, tout ça. Là. Ils avaient détruit ça. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient détruit ça. Ils se sont appris à ça. Donc, ça, c'est la technique européenne. Pourquoi aujourd'hui la Russie emploie ça et puis il crie au scandale? C'est un crime contre l'humanité. Ceci, cela, mais c'est eux-mêmes qui ont amené cette doctrine. Allez-y demander aux Libyens. Après l'intervention de l'OTAN sur la Libye, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Est-ce qu'ils n'ont pas bombardé les dépôts pétroliers pour empêcher, soi-disant, l'armée de Kadhafi de s'alimenter en carburant? Ils ont frappé les hautes tensions pour couper. Moi, j'étais là-bas. On m'a parlé pour couper de l'électricité et tout. Pour faire craquer Kadhafi. Et l'empêcher de s'organiser et tout. Donc, eux-mêmes, là, ils font cette même pratique. Ils ont déjà fait ces mêmes pratiques ailleurs. Et ici, la Russie fait ça, ils crient au scandale. C'est un crime contre l'humanité. C'est parce qu'ils sont faibles. La Russie est faible. Donc, au lieu de se battre, elle s'apprend. Mais eux, quand ils bombardent là, dans les autres pays, ils ne disent pas qu'ils sont faibles. Ils disent c'est parce qu'ils sont forts. Ils ont la supériorité aérienne. C'est parce que leurs missiles sont précis. Voilà pourquoi ils réussissent à frapper les endroits stratégiques. Quand c'est eux, c'est comme ça, ils disent. Mais quand c'est les autres, non, c'est parce qu'ils sont faibles. Ils ne peuvent pas tenir sur le terrain. Voilà pourquoi. Ce sont ces genres de trucs, de propos-là qui ne sont pas bien en fait. Les États-Unis, ce n'est pas une question d'abandonner l'Ukraine. C'est une question de rapport de force. C'est une question. Si la Russie décide réellement, avec ses mobilisés, de lancer une vraie campagne militaire sur toute l'étendue du territoire ukrainien, avec une violence vraiment inouïe, les Américains seront dans l'obligation de négocier. Sinon, ils vont se dire, ah, si nous ne négocions pas, la Russie risque d'envahir d'autres régions. Et ça, ce n'est pas bien pour les Américains. Ce n'est pas bien pour l'image de l'Amérique, parce qu'eux, ils sont convaincus qu'ils vont gagner la Russie. Ils se disent que non, ils vont battre la Russie militairement parlant. Et comme l'Ukraine a eu quelques victoires stratégiques au nord de Kharkiv, et un peu au sud. Maintenant, le front est stabilisé et tout. Il y a quelques attaques de temps en temps et tout. Donc, ils sont convaincus que le rapport de force est du côté ukrainien. Et que toute négociation est inadmissible, impossible. Il faut chasser la Russie totalement de l'Ukraine, jusqu'en Crimée. Voilà leur philosophie. Bon, la Russie est en train de s'organiser. Il y a eu des renforts au niveau de la Biélorussie. Même Ramzan Kadyrov a envoyé des Tchétchènes en Biélorussie. Avant-hier, il y a eu un très grand groupe de trucs tchétchènes qui sont partis en Biélorussie. Il y a eu d'autres armements qui ont rejoint côté biélorusse, en dehors des trucs des Russes qui étaient partis là-bas et tout. Donc, le front du côté de la Biélorussie se renforce. Ce que j'ai appris, c'est qu'ils veulent attaquer vers Lviv pour couper l'aide militaire qui quitte vers la Pologne. Ils veulent frapper là-bas. Et quand ils frapperont là-bas, vous voyez les manifestations en Moldavie. C'est pour chasser le gouvernement moldave qui est dirigé par une femme et mettre les pro-russes au pouvoir. Et donc, ce qui va faire que les âmes qui quittent en Roumanie ne pourront plus traverser la Moldavie pour alimenter l'Ukraine.
Donc, s'il y a un gouvernement pro-russe, les armes, les flux d'armes qui quittent en Roumanie pour traverser la Moldavie vont être stoppés immédiatement. Et comme la Roumanie aussi fait frontière avec l'Ukraine, il n'y a pas de souci. Donc, cette frontière sera bien surveillée parce que il n'y aura pas une grande chose. Maintenant, entre la Pologne, il y a la Hongrie qui fait aussi frontière avec l'Ukraine. Mais comme la Hongrie refuse que les armes passent sur son territoire, donc ça sera un endroit bien sécurisé. Parce que Viktor Orban ne va pas accepter que son pays soit une plateforme de trafic d'armes pour alimenter l'Ukraine. Donc si la voie qui quitte la Pologne pour pouvoir alimenter l'Ukraine en armes, si la Russie attaque du côté de l'ouest de l'Ukraine vers Lvov, une fois que c'est coupé, cette ligne est coupée, une attaque violente et massive, une fois que c'est coupé, alors les armes ne vont plus quitter du côté de la Pologne pour alimenter l'Ukraine. Donc, ce qui va faire que toutes les armes qu'ils ont envoyées en Pologne ne vont plus traverser. Alors, ils seront dans l'obligation d'envoyer ça du côté de la Roumanie. Et la Russie peut frapper au niveau, parce qu'il y a une voie ferroviaire entre Odessa et Roumanie. Une fois que c'est frappé, il n'y aura plus de liaison entre Odessa et la Roumanie. Donc ça sera coupé. Ça sera au nord de la Moldavie, où la Roumanie fait frontière avec, comment on appelle ça? Avec l'Ukraine. Mais comme la Russie a une liaison en Transnistrie du côté de la Moldavie, et que si un gouvernement moldave qui est pro-russe vient là, les Russes seront capables de surveiller cette partie de l'Ukraine entre la Roumanie et l'Ukraine. Ils pourront fournir des informations à la Russie. Et donc, chaque truc qui va passer par là sera frappé, bombardé immédiatement. Ce qui empêchera l'Ukraine de recevoir une grande aide militaire venant de la part des pays membres de l'OTAN. Alors, l'OTAN voyant cela, il y a deux possibilités. Soit l'OTAN rentre en guerre immédiatement avec la Russie et ça dégénère à une guerre globale. Soit en voyant cela, ils décident de lancer les négociations immédiatement pour éviter que toute l'Ukraine ne tombe, pour éviter que la Russie ne prenne une très grande partie des régions ukrainiennes. Donc ça obligera les Américains et les Européens de négocier. Le pouvoir de Kiev ne sera rien. Ils ne vont pas négocier avec le pouvoir de Kiev parce que c'est un pouvoir qui est marionnette. Mais aux yeux du monde entier, ils vont mettre Kiev devant pour dire, bon, mais derrière eux, c'est eux qui vont soutenir l'Ukraine pour dire, bon, voici. Et ils vont trouver des accords. Donc, voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. Non. Zelensky, ils ne peuvent pas l'arrêter comme ça. Ils ne peuvent pas l'arrêter comme ça. Zelensky, il est surveillé par les forces de l'OTAN. Ce n'est pas... Il y a quelques Ukrainiens autour de lui, mais ce sont les services de renseignement occidentaux qui le surveillent. Américains, anglais, français, allemands et tout ça. C'est eux qui montent sa garde. En fait, sa garde rapprochée. Il y a quelques Ukrainiens, mais ceux-mêmes, les militaires même qui sont autour de lui, ce sont des militaires de l'OTAN. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, et à Kiev, il y a beaucoup de militaires de l'OTAN. Et là où il est, quand c'est trop chaud, ils le font sortir de l'Ukraine. Quand la tension se calme, ils le font rentrer en fait. Et donc, ils jouent ce double jeu-là. C'est-à-dire quand c'est trop chaud et que les bombardements sont assez... Ils le font sortir de l'Ukraine pour le mettre dans un pays voisin de l'Ukraine. Quand ça se calme, ils le font retourner à Kiev et il reçoit des visiteurs, il reçoit des personnalités politiques et pour se faire passer pour quelqu'un qui est toujours en Ukraine. Pour la voie, c'est facile. La Russie pouvait dire, bon, on va le cibler avec
un drone ou un missile. Mais ce n'est pas une bonne image pour la Russie, parce que la Russie ne veut pas en arriver là. La Russie n'agit pas comme les Occidentaux. Si c'était les Occidentaux, ils allaient s'apprendre à truc à Zelensky. Est-ce que vous avez déjà vu un bâtiment administratif en Ukraine frappé par la Russie? Non. Ils n'ont jamais tenté de bombarder un bâtiment administratif. Vous ne les voyez pas, les Ukrainiens, ils ont la grande gueule, ils viennent, oh, on va faire les ministres comme les maires, le maire de Kiev, ils gueulent. Mais est-ce que la Russie a déjà une fois visé leur foyer, ou leur maison, où ils dorment, ou bien leur bureau? Non, la Russie ne l'a jamais fait. Mais si c'était les Occidentaux il y a longtemps, ils allaient s'apprendre au palais présidentiel, à la présidence, ou bien la résidence du truc du président. Mais bien sûr, on a vu ça en Côte d'Ivoire, où ils ont bombardé le palais présidentiel. Mais si c'était les Occidentaux il y a longtemps, ils allaient s'apprendre au palais présidentiel, le truc de Kiev. Bombarder ça, détruire toutes les infrastructures de l'État. Ils allaient bombarder ça. Mais la Russie n'a jamais fait ça. Donc, ça veut dire, si on veut bien comprendre, la Russie n'a jamais eu l'intention d'éliminer le dirigeant ukrainien. Parce que le fait, c'est comme si, aux yeux du monde entier, ça ne va pas être bien vu, en fait. Du côté des Russes, en fait. Eux, ils ne veulent pas éliminer le dirigeant ukrainien. Parce que l'éliminer, il sera comme, ils vont le faire passer pour un héros national. Ils vont faire tellement de propagande et tout. Mais si lui-même, son propre peuple le chasse, il sera ridiculisé. Il n'aura pas de valeur aux yeux des Ukrainiens. Mais s'il meurt dans ça, il sera un héros national. Ils vont l'adorer, vénérer, hein, tous les jours. Mais si c'est le peuple même qui le chasse, ils vont dire, mais toi, fous-nous le camp, tu n'es pas rentré dans l'histoire, tu as provoqué la mort de la population, ceci, cela. Et donc, du coup, il sera discrédité. Sinon, il passe souvent au front là-bas, il s'en va visiter ses militaires. Les Russes le voient. Ils pouvaient dire, bon, on va bombarder pour mettre fin à sa vie. Mais non, ils ne l'ont jamais fait. Donc, l'objectif de la Russie, ce n'est pas de l'éliminer. Il faudrait que les gens le sachent. Alors, il y a eu le boycott du gazoduc Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Au début, quand ça a eu lieu, sur les médias occidentaux, ils ont passé leur temps à accuser la Russie. Que c'est la Russie qui veut envoyer un message fort aux Européens pour dire, bon, voici de quoi nous sommes capables. Si vous faites ça, on peut couper vos câbles sous-marins et tout ça. Donc, c'est la Russie qui est à la base, hein, du sabotage du Nord Stream 1 et Nord Stream 2 pour empêcher aussi les Européens d'avoir de l'énergie. Bon, ils ont dit n'importe quoi et n'importe comment. Et quand je les regarde, je me demande si ce sont des humains qui sont en train de s'exprimer ou bien des gens qui n'ont pas de cerveau et donc qui ne sont pas humains, parce que leur manière de raisonner, je me pose des questions. Mais comment est-ce que depuis tout ce temps, l'Afrique s'est fait coloniser par ces gens-là, qui ont eu une telle réflexion de bas de gamme, une réflexion qu'un enfant même ne peut même pas avoir. C'est-à-dire, un enfant réfléchit mieux que ces gens-là. Je me pose des questions. Comment est-ce que ces gens-là ont pu gouverner l'Afrique, ont pu dominer l'Afrique, ont pu dominer le monde pendant tout ce temps? En disant que c'est la Russie même qui a saboté ses propres trucs, où elle a investi des milliards, hein, et tout. Et malgré cela, il y a eu des enquêtes du Danemark et de la Suède. Suite à ces enquêtes, ils ont dit, bon, ils ont les résultats, mais ils ne veulent pas les publier. Bon, quelqu'un qui est normal, qui est intelligent, il va se poser des questions, mais pourquoi le Danemark refuse de publier les résultats? Imaginons que c'était les Russes qui faisaient les enquêtes et puis ils refusaient de publier les résultats de ces enquêtes. Mais matin, midi et soir, ils allaient crier dans les oreilles des gens, mais les Russes ne veulent pas parce que c'est eux qui sont coupables, ils sont responsables. Pourquoi ils cachent les Russes? Ils allaient mettre une pression pour dire qu'ils n'ont qu'à publier. Mais comme c'est eux, c'est le Danemark, c'est la Suède qui refusent de publier les résultats. Même l'Allemagne demande les résultats, ils refusent.
Pourquoi ils refusent? Et les journalistes en Occident ne se posent pas des questions. Pourquoi ils refusent? Est-ce que si c'était la Russie, ils allaient cacher ces résultats? Non. Si c'était la Russie qui était à la base de ça, ils allaient tout de suite publier tout pour que les journalistes puissent battre une campagne de dénigrement vis-à-vis de la Russie, dénigrer la Russie et ternir l'image de la Russie. Comme quoi la Russie est un État terroriste. Ils allaient dire ça. Et ça allait monter en gamme. Matin, midi et soir, ils allaient parler de ça. Mais bizarrement, le Danemark, la Suède refusent de publier les résultats. Et les gouvernements occidentaux ne se posent pas de questions. Pourquoi ils refusent? Si c'était la Russie, est-ce ou bien ils sont devenus maintenant des protecteurs des Russes? Voici, les journalistes devraient se poser ces genres de questions. Pour dire, ah, ils ont dit qu'ils menaient des enquêtes. Maintenant, ils ont les résultats, ils refusent de publier. Pourtant, on a dit que c'est la Russie. Ou bien, ils sont maintenant devenus des protecteurs des Russes. Et donc, en Europe, ici, il y a des États, comment on appelle ça? Des États anti-occidentaux. Non, anti-occidentaux, des États anti-occidentaux et des États pro-russes. Ils devraient se poser ce genre de questions. Maintenant, ils ne disent rien. La vérité est autre, est ailleurs. Je vais vous dire la vérité. L'Angleterre et la Pologne sont à la base de ce qui se passait sur Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Je vous le dis. Comment les gens ont su? Les gens ont su parce que le téléphone de la ministre des Affaires étrangères anglaise, Liz Truss, quand elle était ministre des Affaires étrangères, avant de devenir Premier ministre et après, bon, elle a été démise de ses fonctions, son téléphone avait été piraté. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce qu'elle faisait, les Russes l'avaient mis sous écoute. Est-ce que vous comprenez? Elle était sous écoute. Donc, tout ce qu'elle se disait, les Russes étaient informés de tout ça. Et donc, les armes qu'ils fournissaient aux Ukrainiens, tous les appels entre Liz Truss et son collègue Blinken et tout ça, les Russes étaient au courant dans les détails jusqu'à ce qu'elle devienne Premier ministre. Avant que les gazoducs ne sautent, elle a envoyé un message à Blinken, le secrétaire d'État américain, pour lui faire comprendre que la marine anglaise est déjà sur place et que les gazoducs vont sauter dans peu de temps. Le lendemain, la Suède et le Danemark constatent qu'il y a un dégât. Donc, le message qu'elle a envoyé, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères de l'Amérique, ce message a été capturé par les Russes qui, eux, ils avaient déjà pris le contrôle du téléphone portable de cette dame. Et donc, ce n'est pas maintenant qu'il contrôlait la dame. Il l'a contrôlé, il y a longtemps qu'il l'a contrôlé. Mais elle ne savait pas qu'elle était espionnée. Voilà pourquoi c'est ça la Russie a pris. Et suite à certains appels entre elle et Anthony Blinken, quand le gazoduc a sauté et tout, elle a eu des conversations. Et donc les Russes ont toutes ces informations. Ils ont même publié le message sur Twitter qu'elle a envoyé à Anthony Blinken ce jour-là, avant que le gazoduc ne s'explose. Elle n'a pas démenti, elle n'a pas dit c'est faux. Elle n'a pas dit qu'elle ne reconnaît pas le message que les Russes ont publié. Elle n'a rien dit du tout. Les Allemands ont pris ça, ils ont dit, ah donc ce sont les Anglais qui nous ont fait ça. Il y avait un commando, truc polonais, plus l'État anglais. Donc c'est-à-dire c'est un geste d'État en fait, ce qui s'est passé. Donc voici un peu comment les Russes ont eu les informations.
Voilà pourquoi la Russie a accusé directement le Royaume-Uni d'être à la base de ce qui s'est passé. Et les gens ils disent non, mais sans les preuves, mais ils ont montré une preuve. Et ils ont voulu saisir le Conseil de sécurité parce que c'est pas, ils vont pas exposer au grand jour. C'est une question de diplomatie. Au grand jour, les conversations entre elle et Anthony Blinken, ce qu'elle a dit à Anthony Blinken après l'explosion. C'est à l'ONU là-bas, la Russie veut montrer ça. Leur donner les trucs. Ils ne vont pas montrer ça au grand jour devant les gens. Non. Ils vont mettre ça sur un truc pour donner aux membres du Conseil de sécurité pour qu'ils écoutent et comprendre que oui, c'est l'Angleterre qui est à la base de ça. Et que tout ce que les gens disaient que non, ce sont les Russes, non. Les Russes ont des preuves. Donc voici un peu ce que l'Angleterre a fait. Mais les Européens, ils sont maintenant au courant. Ils sont conscients et ils sont au courant, mais ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent pas dire non, c'est faux. Hein? Ils ne peuvent pas dire non, c'est faux, c'est pas la Russie. Et que c'est l'Angleterre. Ils sont obligés de soutenir l'Angleterre parce que pour eux, c'est une question de valeur. Ils combattent les forces du mal. Donc, même si eux-mêmes, entre eux, il y a des faussaires qui ont commis des actes ignobles, des actes barbares contre leurs propres intérêts, ils sont dans l'obligation de se soutenir mutuellement de peur que non, ils ne puissent pas avoir de fracture entre pays européens, hein, pour ne pas que les forces du mal prennent le dessus sur les forces du bien. Donc, ils savent, ils sont au courant que c'est l'Angleterre, mais ils disent non, 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 ils refusent, ils disent c'est la Russie, mais ils refusent aussi de publier les résultats, les preuves qu'ils ont eues à leur disposition. Ils refusent. Est-ce que vous comprenez à quoi ils mettent la pression sur la Russie? Non, 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 ils ne parlent plus de ça. Ils veulent étouffer l'affaire. C'est la Russie qui ramène toujours cette histoire de Nord Stream 2, Nord Stream 2. Pour les Européens, non, 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 eux, ils veulent étouffer l'affaire parce qu'ils savent que non, c'est trop sûr et que c'est leurs propres gars qui ont causé ces dégâts. Et ça a été toujours comme ça. Leur objectif maintenant, c'est de cacher ça à la population européenne, en fait, pour ne pas que la population européenne sache réellement quel État qui a fait ça. Ils ont dit c'est la Russie à travers leurs médias. Mais en réalité, les trucs, la vérité commence à sortir. Voilà pourquoi la première ministre française, elle dit non, ce que les Russes disent en accusant l'Angleterre, elle ignore ça totalement. Elle ne tient pas compte de ça. Vous comprenez? Ils sont au courant de ce qui s'est passé. Parce que les Russes ont envoyé des messages aux Allemands. Le gouvernement allemand est au courant. La Russie a envoyé des preuves au gouvernement allemand. Mais, par idiotie, par le biais de leur premier ministre, il ne veut rien savoir du tout. Lui, il dit, la Russie fait ça pour les diviser et qu'eux, ils ne vont pas tomber dans le piège des Russes, ils s'en foutent et que, voilà, ils sont en symbiose, c'est la démocratie. Est-ce que des gens peuvent être vraiment... Quand je les regarde, ça me fait mal, quoi, et je me pose des questions, mais est-ce qu'ils sont sérieux, là? C'est-à-dire, entre vous, vous dites que vous êtes en harmonie, en symbiose, vous menez une lutte. Mais parmi vous, il y a d'autres qui sont des traîtres qui font des petits coups pour faire plomber. L'Allemagne aujourd'hui a 10%, a atteint 10%, l'inflation a atteint 10%. Et le mois prochain, ça va atteindre au moins 11%. Quand ça va atteindre 12%, là, le premier ministre allemand, le chancelier, ses yeux vont s'ouvrir. Et il va commencer à se poser des questions. Mais vous, les Anglais, là, vous avez quel problème? C'est vous qui avez fait comme ça. Et puis nous, les Allemands, on souffre maintenant. Et ils vont revoir les cartes. C'est pas, pour le moment, hein, il n'a pas encore vu bien clair. Ses yeux sont encore trucs. Mais d'ici 2 à 3 mois, ses yeux vont bien s'ouvrir. Et il y aura des divisions entre pays européens. Maintenant, la Russie, elle veut amener l'affaire à l'ONU. Parce que les gazoducs, ce n'est pas seulement pour la Russie. C'est un bien commun. C'est-à-dire, ces gazoducs qui ont été détruits n'appartiennent pas seulement à la Russie. Est-ce que vous comprenez? L'Allemagne avait misé, la Russie avait misé. C'est pas la Russie seule qui a dépensé l'argent pour construire ces gazoducs, en fait.
Ces gazoducs ont ont été conçus par le biais de la Russie, de l'Allemagne et d'autres pays européens. Chacun a misé un peu d'argent, mais c'est l'Allemagne et la Russie qui ont misé beaucoup. Et donc, l'Angleterre qui quitte là-bas pour détruire ça. Donc, c'est un bien commun que l'Angleterre a détruit. Normalement, ce gazoduc profitait beaucoup à l'Allemagne qu'à la Russie. Parce que c'est grâce à ces gazoducs que l'énergie venait en Allemagne. Donc, ce sont les Allemands qui avaient besoin de ça. Et ça a été détruit, l'Allemagne ne parle pas. Malgré ce qu'on leur montre, comme pour eux, ils ferment leurs yeux parce que pour eux, il faut combattre la Russie. La Russie est le mal, la Russie fait tout ça pour les diviser, ils n'en ont rien à foutre. Non. Ils ne veulent pas tenir compte de ce que la Russie leur montre. Et pour eux, non, 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 non. Ils veulent rien savoir. Donc, quand c'est comme ça, la Russie va dire quoi? Elle va dire, bon, ok. Comme vous ne voulez pas qu'on en parle, et que ce que votre collègue a fait au gazoduc, puisque c'est pour nous tous, l'Angleterre a détruit ça. Ok. Si ça ne vous cause rien, il n'y a pas de souci. Mais la Russie va riposter par rapport à sa base navale. Ça, c'est un autre cas. Mais par rapport au gazoduc, c'était un bien commun entre l'Europe et la Russie. Maintenant, si les Européens ils veulent fermer les yeux, ils n'en ont rien à foutre. Ok. La Russie va reconduire son gaz vers la Turquie. Et c'est ce qu'elle a dit. Donc, voici un peu. Ce n'est pas la Russie qui va faire parler des Européens pour dire non, pourquoi l'autre a gâté, moi je vais prendre la défense. Non, non, non. Puisque ces Européens qui eux-mêmes, ils ont dépensé aussi de l'argent pour faire ça, hein, en concomitance avec les Russes. Si eux, ça ne leur dit rien, et puis ils n'en ont rien à foutre de ces gazoducs qui leur permettaient d'avoir de l'énergie bon marché, s'ils ont laissé les Anglais détruits, parce que c'est eux qui étaient censés sécuriser ça. Ce ne sont pas dans les zones maritimes russes que les Anglais sont allés détruire. Ce sont dans les zones maritimes des pays de l'Europe, de l'UE, Suède et puis Danemark. Là. Ça appartient à l'Union européenne. C'est là-bas les Anglais sont partis détruire. Et puis eux, ils n'ont rien fait. C'est-à-dire c'est leurs eaux que les Anglais ont violées pour aller détruire ce qui leur appartient, leurs biens. Est-ce que vous comprenez? Quand la Russie a dit, bon, on veut aller mener des enquêtes aussi, eux, ils ont dit, non, 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 n'arrivez pas, ça, c'est nos eaux territoriales. Nous ne voulons pas voir les Russes dans nos eaux. Ah, mais eux, ils ont laissé les Anglais aller dans leurs eaux pour détruire un bien commun qui appartient à la Russie plus sur l'Europe. Donc, vous comprenez la malhonnêteté. Ça veut dire les Européens, si on veut bien conclure, ça veut dire eux-mêmes, ils étaient d'accord que les Anglais détruisent ce qui leur appartient. Parce que quand c'est comme ça, tu contestes. Tu dis, qui t'a donné la permission de venir sur mon territoire pour venir créer des dégâts et fuir? Ils devraient quand même plaider. Mais s'ils ne plaident pas et qu'ils sont là, ça veut dire d'un moment à l'autre, ils sont aussi complices. Donc, ils se sont entendus. Sur les gazoducs, je ne pense pas que la Russie puisse riposter. Puisque les Européens, ça ne leur dit rien, ils n'en ont rien à foutre. C'est comme s'ils étaient contents par rapport à l'acte que l'Angleterre a posé. Plus sur la Pologne. La Pologne fait partie de l'UE. Et la Pologne bénéficie aussi de ce truc, de ce gazoduc, de ce gaz au bon marché. Et donc les Polonais, ils sont d'accord pour qu'on détruise. Et les Allemands, ils ne disent rien. Ils ne peuvent même pas gueuler les Polonais. Ils ne peuvent pas demander aux Anglais, mais qu'est-ce qui vous pousse à détruire ce qu'ils nous donnent à manger ici? Non, ils sont là. Et puis ils se soutiennent en fait. Donc la Russie va aller faire quelle palabre là-bas? C'est eux qui recevaient du gaz. Hein. S'ils ne veulent plus, et puis ils ont détruit ça en complicité les Anglais, tant pis pour eux. Les Russes vont envoyer ça ailleurs. C'est-à-dire, le gazoduc qui quitte maintenant en Russie, entre la Russie et la Turquie. Si les Anglais quittent là pour aller détruire ce gazoduc dans les eaux territoriales de la Russie, alors c'est que les Anglais veulent la guerre. Mais où ils ont détruit ça, c'est dans les eaux européennes. C'est-à-dire des pays qui appartiennent à l'Europe, c'est là-bas ils sont allés détruire ça. Ils n'ont pas détruit ça dans les eaux de la Russie.
pour que la Russie puisse dire, bon, vous avez violé notre eau. Non, 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 non. Notre espace maritime, c'est pas là-bas. Ils ont violé l'espace maritime des pays occidentaux. Donc, c'est entre eux là-bas. C'est l'Allemagne qui devrait mettre la pression. Mais les Allemands, ils sont là comme des moutons. J'ai l'impression que ce premier ministre allemand, soi-disant chancelier, c'est quelqu'un, il n'est pas trop truc. Angela Merkel, si c'était elle allait monter au créneau. Mais celui-là, c'est pas quelqu'un. Il est trop mouton en fait. Il est là, d'où tu le vois, tout ce qu'on lui dit, c'est une vraie marionnette celui-là. C'est pas un leader, il ressemble pas à un leader. Il ressemble à un petit truc. Non, 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 non. Le jour où il va quitter là et que l'Allemagne va avoir un bon leader, l'Allemagne connaîtra où se trouvent ses intérêts. Ben celui-là, il ne sait pas où se trouvent les. Il est venu, ça fait même pas encore 3 ans, ça fait même pas encore 2 ans. L'inflation en Allemagne a déjà galopé. Ça fait déjà 10%. Donc c'est pas quelqu'un qui peut s'il reste là, d'ici 5 ans, il va faire sombrer l'Allemagne. Hein. Ce monsieur qu'on appelle hein, chancelier, s'il reste là durant 5 ans, il va faire sombrer l'Allemagne. Parce qu'il ne défend pas les intérêts allemands. Lui, il défend les intérêts hein, atlantistes en fait. Non, Angela Merkel n'est plus en fonction, elle n'est plus dirigeante. Il y a longtemps, elle a démissionné, elle parle plus de politique. Elle est dans son coin à Berlin là-bas. Elle fait sa petite vie. Voilà. Donc bon, voilà. Mais concernant l'attaque de trucs, la Russie va riposter. Sébastopol. Dans les jours à venir, si vous voyez un navire anglais couler quelque part et dire, bon, ils ne savent pas d'où vient la panne, mais ne vous posez pas trop de questions, c'est la Russie. La Russie va riposter. Elle a déjà riposté sur l'Ukraine, il reste l'Angleterre. Ça, il faut des opérations vraiment techniques très très spéciales pour répondre aux Anglais. Olaf Scholz, c'est pas quelqu'un, il est trop mouton. C'est quelqu'un, il est trop mou. Il s'en fout des intérêts de son pays en fait. Il passe son temps à suivre les autres comme les moutons. Il ne voit pas Viktor Orban. Lui, il défend les intérêts de son pays. Hein. Si c'était Angela Merkel, elle allait mettre des sanctions, mais elle allait connaître les limites. Elle va dire non, 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 ne touchez pas à ça. Oui, ici, je suis d'accord, mais là, non, 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 non. Mais Olaf Scholz, lui, c'est quelqu'un, il s'en va seulement, il fait tout ce qu'on lui demande de faire, il cède, il s'en va. Et en Allemagne, ça commence à sombrer. Les gens commencent à sentir la misère en Allemagne. Où on dit première puissance économique de l'Europe, là-bas, ça commence à dandiner. Et ce chancelier, s'il reste là d'ici 5 ans, il va faire sombrer l'Allemagne. C'est un fait. Il risque de faire sombrer l'Allemagne. Donc, je vous souhaite une très bonne nuit. Et je vous dis après-demain, on est ensemble. Ciao. C'était l'incontournable bien complet. Ciao.